Bonjour, bonsoir, Oh shit. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV. Dimanche, doucement dans le sofa. Bon, il n'y a pas de sofa, mais dans le sofa, hein, dans le sofa. Épisode 5, ici ça chill, oui monsieur, oui madame. Allez vous prendre un verre de jus ou de gel hydroalcoolique, hein, si vous avez soif, tu vois. Aucun sujet tabou, on est entre nous, on se pose et on chill. Moi, je vais prendre mon jus, ensuite on va aller chercher notre invité de la journée. C'est bon ou pas? C'est bon? De sortie, on rejoint la partie. Coup franc lucarne ici que les rurtis. Ils ne veulent plus de talent, n'écoute que des marchands. On touche des avances, pourtant gros on est devant. Mala sur mala, ça paye pas. Blabla sur blabla, des rodins. Bonjour Janice Juana. Hello Chidi. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors Janice Juana, bienvenue dans un nouvel épisode de Dimanche Doucement. Dimanche Doucement, aujourd'hui on a pour inviter la célèbre, la très fameuse Janice Juana. Toujours plus, mais à la hauteur de ce que je mérite en fait finalement. À la hauteur de ce que je mérite. Parfait. Alors Janice Juana, aujourd'hui on est là pour parler de handicap. Ce que je trouve être un sujet très important dont on ne parle pas assez, je trouve, hein, à mon humble avis. Ouais, totalement. Du coup, je pense que justement tu es quelqu'un qui est très très bien placé pour en parler à ce niveau-là. Et dans cet esprit-là, est-ce que tu peux nous parler de ton handicap à toi? Alors, je vais commencer par le commencement. Déjà, je ne suis pas née handicapée. Je suis handicapée depuis 2014-2015 à peu près. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 20 ans, on m'a diagnostiqué un cancer, un ostéosarcome du fémur gauche. Donc ça a commencé tout bêtement, j'avais grave mal à la jambe, mais je pensais que c'était des crampes, des courbatures, donc j'ai un peu laissé traîner. Et un jour, en sortant du taf, je suis tombée dans les escaliers du métro. Mais genre, je suis tombée et mon fémur il s'est brisé. Mais c'est pas je suis tombée en fait et mon fémur il s'est brisé, c'est mon fémur il s'est brisé et après je suis tombée, tu vois. Ah ouais. Et donc, okay. ouais. Et donc quand j'ai voulu me relever, impossible, je pouvais pas, j'avais trop mal. C'est franchement, bon après j'ai pas encore vécu l'accouchement, mais c'est l'une des pires douleurs. Franchement, elle est là la douleur. C'était incroyable. Ils ont appelé les pompiers, tout ça, bref, hôpital. Pendant un mois à peu près, j'ai fait 2 allers-retours à l'hôpital. Ils m'ont dit simplement que c'était une fracture du fémur. Ouais. Donc on a fait des analyses et tout, mais c'était pas totalement celle qu'il fallait. Donc on m'a fait des prises de sang, on m'a mis une tige et tout, on m'a montré les radios. Et sur les radios, il restait que ça qui maintenait le fémur là. Il y avait que ça qui restait d'accrocher. Donc on m'a dit pendant 3 mois tu bouges pas le pied. On m'a mis une attelle et je suis restée à peu près 1 mois chez moi. Mais en fait avec ma famille on remarquait que je maigrissais beaucoup. Déjà que je suis fine, tu vois. Là je maigrissais vraiment. Et quand on touchait ma jambe, elle était brûlante de malade. Donc on retourne chez mon médecin traitant, hein, et mon médecin il dit non, c'est plus de mon ressort, il faut qu'elle retourne à l'hôpital. Donc déjà là, tu vois, je me dis, oui. Déjà il se passait des sales ballons. Il se passait. Je pense qu'au fond lui il savait, mais c'était pas, il voulait pas, tu vois, il avait pas de certitude en fait. Du coup on est retourné à l'hôpital et là ils ont fait ce qu'il fallait, donc ils m'ont fait faire une biopsie. Et genre 5 jours après, ils m'ont dit c'est soit une infection par rapport à la tige en fer qu'ils m'avaient mis pour maintenir le fémur, soit autre chose. Et après ils m'ont dit dernière cause tumorale. Donc moi je me suis dit, ils m'ont dit dernière cause, donc tu vois, dernière cause. Et voilà, tu vois, et ils m'ont renvoyé voir une chirurgienne. Ils m'ont dit elle va t'expliquer ce que t'as, et c'est là qu'elle m'a dit t'as un ostéosarcome du fémur gauche. Je lui ai dit c'est quoi? Elle m'a dit c'est une tumeur. Quelques jours après on m'a pris en charge directement parce qu'il fallait commencer tout de suite. Et en fait on a décelé aussi que j'avais des métastases dans les poumons, donc des cellules cancéreuses. Et en gros moi ça m'affectait pas physiquement, je les sentais pas, mais elles étaient quand même là. Donc il y avait donc sur le fémur, autour du fémur, qui a été bouffé par le cancer, et dans les poumons. Donc du coup j'ai fait des chimios pendant je sais pas combien de temps. Je crois que j'ai dû faire facile 8 mois ou 9 mois de chimio en non-stop. Donc non-stop à l'hôpital. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 4 mois ou 3, parce que j'ai passé tout l'été à l'hôpital enfermé, tu vois, ils m'ont dit que là il y avait pas trop de solutions, que soit je gardais ma jambe mais que je risquais une paralysie totale si le cancer il se propage partout, ou soit on m'ampute
Et j'ai des chances de vivre. Il faudra, entre guillemets, juste faire de la rééducation, m'adapter à ma nouvelle vie et tout. Donc au début, moi j'ai dit non, c'est mort. J'ai dit hors de question qu'on m'ampute. Avec ma famille, on a décidé de faire appel à un autre médecin. On a demandé le deuxième avis, mais ils nous ont dit la même chose. Donc du coup, j'ai fini par dire oui. Et voilà, en septembre, je sais plus si c'était 2014-2015, mais voilà, vers ces zones-là, on m'a amputé du coup, et c'est à partir de là que... Voilà. Ok. Et du coup, j'imagine que ça a dû être assez intense, assez douloureux, assez... En fait, j'ai même pas d'adjectif pour décrire ça, tellement ça me paraît ouf, tu vois. Mais du coup, après cette période-là, j'imagine que ça a dû prendre du temps pour te réadapter, pour justement apprendre à vivre une nouvelle vie, parce que c'est carrément une nouvelle vie qui commence à partir de ce moment-là. Comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que tu le vis aujourd'hui? Déjà, faut savoir que rien que quand on m'a annoncé cancer, je crois que j'ai parlé à personne pendant un mois. Pendant un mois, c'était silence radio à l'hôpital. Les gens y venaient, j'étais morte en fait de l'intérieur. Tu vois, pour moi, tu m'avais dit cancer. Pour moi, mes jours ils étaient comptés, c'était mort. Et je sais pas, en fait, ce qui a fait déjà que j'ai tenu, c'est que j'ai rencontré des gens à l'hôpital, parce que j'ai été dans un hôpital qui traitait, c'était l'Institut Curie, où ils traitent que les cancers. Et donc à mon étage, c'était jeune adulte. Donc du coup, j'avais rencontré pas mal de jeunes, dont une qui m'a beaucoup marquée, mais malheureusement qui n'a pas survécu. Elle s'appelait Shona, et elle avait une tumeur au cerveau. Elle avait 16 ans. Et en fait, le truc, c'est que... tu vois, moi, j'avais début de vingtaine, mais un jour, elle est venue dans ma chambre comme ça, elle m'a dit, parce qu'on devait me raser ma tête, et elle m'avait dit, mais c'est rien et tout, et tu sais, elle avait déjà ses cheveux qui commençaient à repousser, tu vois. Ouais. Elle est venue avec sa joie, et toi, elle m'a dit, mais franchement, c'est rien et tout, si tu veux, je me rase la tête avec toi, c'est rien, tu verras, ça va repousser. Et tu vois, je te promets, et elle est venue comme ça m'a mis une claque, tu vois, et ça m'a réveillée de ouf, parce que franchement, à l'annonce du concert, je parlais à personne, je me lavais même pas. Il y avait aussi, après, je me lavais pas, entre guillemets, aussi, parce que, comme j'étais, donc on m'avait pas encore amputé à ce moment-là, j'avais un plâtre qui allait du bas de mon pied jusqu'à mon nombril. Donc, j'étais tout le temps alisée, en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Ça allait jusqu'au nombril, tu vois. Et ça, c'était avant l'amputation. Donc, le fait qu'elle vienne dans ma chambre, comme ça, je me dis, ah, mais un petit peu comme ça, elle vient, elle m'enjaille, tu vois. Et c'est comme ça, tu vois, j'ai retrouvé un peu confiance et tout. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai fait d'autres hôpitaux. On m'a mis dans une clinique internat aussi, où j'ai rencontré plein d'autres jeunes, des gens de mon âge et tout, qui avaient plein de trucs, hein, cancer, diabète, accident de la route, plein de trucs, plein d'handicaps différents. Et quand tu sens que t'es pas toute seule, déjà, ça te rebooste, tu vois, ça te rebooste. Donc déjà, sur le moment, ouais, c'était plus ça. Après, forcément, ma famille et mes amis. Et franchement, c'était un truc de ouf. Juste le jour où j'ai fait mon accident dans l'escalier, je crois le lendemain, sans mentir, hein, ils étaient 20 dans ma chambre. 20. Oh ouais. On n'avait même pas le droit à autant de personnes. Ils étaient 20. Donc il y avait tout ça. Et après, pour aujourd'hui, je pense que c'est aussi, franchement, c'est ma famille et mes amis qui font que je tiens comme là, je suis, tu vois. Ça joue énormément. Ouais, ça joue de ouf. Ouais, j'ose même pas imaginer. Oh, du coup, face à ce handicap, j'imagine qu'ils ont dû pallier à ton manque de membres. Et je me souviens que j'avais vu à l'époque où justement je venais de commencer à te suivre sur les réseaux sociaux, t'avais parlé des prothèses, ouais. Et de comment il y avait un énorme manque de prothèses dites de couleur. Ouais, ouais. Et ça m'avait marqué de ouf, parce que je me disais que bon, c'est quand même pas que les caucasiens qui sont handicapés, j'imagine qu'il y a d'autres ethnies qui sont handicapées. Pourquoi il y a ce manque là de prothèses? Et je me souviens que c'était un de tes combats qui m'avait justement surpris, en fait, parce que je me disais, mais en fait on fait des avancées médicales, etc., mais on est quand même très très loin, ne serait-ce qu'en termes de prothèses de différentes couleurs, en fait, tu vois. Et ça m'avait marqué. Du coup, comment ça, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que vous avez pu trouver une solution? Et comment tu te sens d'avoir trouvé cette solution, si vous l'avez trouvée? En fait, la première fois que je suis allée
faire, comment ça s'appelle, à l'institut de rééducation pour qu'ils me parlent un peu de la suite. En gros, ils m'ont montré des modèles et tout, voilà, ils m'ont dit ça va sûrement ressembler à ça et tout. Et mais ils m'ont dit par contre, ce sera pas tout de suite de ta couleur, parce que après il y a aussi le fait qu'en France, je trouve qu'ils ont pas tout. Voilà, on va dire ils ont pas tout. Ils ont des choses, hein, ils ont pas rien, mais ils ont pas tout. Donc moi on m'a parlé parce que c'est vraiment des étapes. Hein, il faut d'abord faire la coque autour de mon moignon parce que comme moi je suis amputée vachement haut, ça fait que il y a trop de taf, il y a énormément de taf. Il faut prendre vraiment la coque jusqu'à ma prothèse aujourd'hui elle va jusqu'à mon nombril aussi, tu vois. Donc je porte un truc, je porte tout un poids sur une jambe, tu vois. Mais ouais, faut faire toute la coque. Après, il faut prendre des mesures, il y a des calculs et tout ça, c'est hyper complexe. Mais il m'avait dit, donc à l'intérieur de la jambe en question, en fait, il y aura une jambe en fer, on va dire ça comme ça pour imaginer le truc. Il y aura une jambe en fer que toi-même tu devras apprendre à faire avancer en gros, avec l'aide d'une béquille et tout, la rééducation, tout ça. Et par-dessus, donc l'habillage, on va te mettre de la mousse, parce qu'en fait, tu peux pas mettre, tu peux pas mettre un matériau dur par-dessus la tige, parce qu'au niveau de la flexion, après si moi je veux plier, je peux pas, tu vois. Quand c'est trop dur, n'importe quoi, quand c'est trop dur, tu peux pas le plier en fait. Tu vois, donc ils m'ont dit c'est obligé qu'on te mette de la mousse. Et la mousse, bah, c'est pas ta couleur, tu vois. La mousse, concrètement, elle était jaune. Donc quand ils m'ont dit ça, j'ai dit mais je vais pas me balader dans la rue avec une jambe noire, une jambe jaune en fait. Qu'est-ce que c'était, les Simpsons? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas compris, tu vois. Donc ils m'ont dit d'abord, on va te mettre un collant peau noire par-dessus, donc comme ça, mais jusqu'au genou, parce que pareil, si on te met jusqu'à la cuisse et tout, tu pourras pas bien plier. Il faut qu'il y ait une limite. Donc du coup, on a mis jusqu'au genou. C'est resté comme ça. Ils m'ont dit, on voit comment tu te débrouilles avec ça, et après on va adapter ta prothèse, et là on te mettra une jambe bionique, comme tout le monde aime bien dire, la jambe qui sera plus électronique, on va dire. La friction, elle sera plus fluide, en fait. J'aurai moins à le faire moi-même, mais ça va plus se plier tout seul. Et donc, par-dessus, il m'avait dit, donc, on va garder la mousse, mais on va mettre du silicone. Et là, le silicone, quand on l'aura mis, on pourra mettre à ta couleur. Sauf que, le silicone, on peut le mettre à ma couleur que jusqu'au genou. Donc, pas jusqu'à la cuisse, parce que pareil, après, ça va être trop dur pour plier. Donc, si tu veux, chez moi, j'ai 2 prothèses. J'en ai une. Donc, comme je t'ai dit, il y a la peau noire en bas. Il y a la peau noire sur la partie basse de la jambe. Et en haut, ça va être... ils me l'ont coloré avec... comment t'appelles ça, les bombes là, ils font les tags là avec là. Ouais, bombes de particules. Voilà, ils m'ont coloré avec ça, tu vois. Donc c'est marron, mais ce sera marron que sur un court terme, tu vois. Ça va pas être comme ça. Il faut renouveler et tout. Donc ouais, c'est tout ça en fait. C'est grave compliqué. Moi j'ai compris qu'en France ils ont pas encore tout. Ils sont pas. C'est pas comme aux États-Unis, au Canada. J'ai vu des trucs de ouf dans les reportages. J'ai vu des gens, ils ont pas de bras. Aujourd'hui on leur fout des prothèses, ils peuvent bouger la main, tu vois. Donc ici y a pas. Pas encore, hein. J'espère qu'il y aura... Enfin, ça se fait progressivement, parce que pour d'autres amputations moins complexes que la mienne, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont mieux. Mais moi, c'est compliqué, tu vois. Justement, par rapport aux États-Unis, au Canada, comment bon, j'imagine, comme tu as dit, que la France semble déjà avoir un certain retard par rapport à ces pays-là. Mais je pense que tu as déjà été en vacances dans d'autres pays pour voir justement comment ça se passe. Est-ce que tu trouves que la vie d'handicapé est plus facile en France ou à l'étranger? Et à l'étranger, ça n'a rien à voir. Moi, je le dis ici, là, en France, là, ils ont un problème avec ça. En fait, ils ont... Je sais pas si c'est un problème ou si c'est juste, voilà, de l'ignorance, de la peur, de l'inconnu, je sais pas. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Quand j'ai été aux États-Unis, je pouvais faire des sorties avec mes potes sur mon... Parce que tu sais, j'ai un fauteuil roulant chez moi. Justement, quand j'ai des grands voyages à faire, j'ai pas tout le temps envie d'avoir ma prothèse. Donc, j'ai juste me caler sur mon fauteuil. Mes potes, elles m'ont poussé, voilà, tu vois. Et ils me regardent pas aux États-Unis. Ils m'ont pas regardé. Je faisais ma vie. Personne, s'ils ont l'habitude là-bas, ils ont l'habitude, tu vois. Il y a personne, tu vois. Ils sont pas comme ça. En France, je vais à la plage, je retire ma prothèse, mais laisse tomber.
on me regarde, on vient me poser des questions. Mais qu'est-ce que vous avez eu? On se connaît pas. Tu viens, tu me demandes, tu te poses à côté de moi, genre. Tu te poses à côté de moi, tu viens, tu me demandes. T'es à l'aise en fait, t'es super à l'aise. C'est comme ça tout le temps en France. Mais franchement, ouais non, pour les voyages que j'ai fait, c'était pas pareil à l'étranger. Ils te calculent pas. Enfin, ouais non, ils te calculent pas. Ils te calculent vraiment pas. Même l'été dernier, je suis partie en Espagne, j'ai pas ressenti ça. J'ai vraiment pas ressenti ça. C'est ici, genre vraiment. On te regarde, on vient te poser des questions, on te fait des blagues. On te fait des blagues, genre tu t'es fait mal en jouant au foot. En fait, ils ont aucune sensibilité. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ouais. C'est vraiment ouf. Bah, justement, en parlant de ça, je me souviens, t'avais posté une story une fois où tu disais que, je crois que t'étais dans le métro et un daron avait pas vu que t'avais une jambe en moins et t'avais trop mal parlé, ce genre de truc là. Donc, et ça me montre qu'en fait ces gens là manquent de sensibilité. Après je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait que déjà j'ai pas l'impression qu'on montre beaucoup les handicapés à la télé ou dans la vie de tous les jours en France, mais je trouve qu'il y a un sacré retard par rapport à ça et c'est dommage parce que du coup les gens qui sont justement victimes de ça, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas vivre leur vie normalement, tu vois. J'ai limite l'impression que c'est comme des gens en dehors de la société en fait, tu vois. Ouais, non, déjà, ouais, non, franchement, ouais, non, c'est ça, déjà, je trouve qu'on est sous-représenté. Là, ça commence un petit peu, je dis bien un tout petit peu, un chouïa même on commence un peu à en parler, tu vois. Je trouve pas qu'il y en ait des masses. Moi, je vois pas beaucoup de témoignages de meufs ou de mecs handicapés. J'en vois pas autant que ça. Là, j'en vois vite fait sur les réseaux sociaux, des gens qui font des témoignages et tout. Mais moi, je suis désolée. Pour moi, ici, c'est claquer sa mère. Désolée. Disons les choses. Disons les choses comme elles sont. Claquer sa mère. Je suis désolée. Les transports pas adaptés, les gens qui te regardent, non, il y a trop de choses. Franchement, mon quotidien là, c'est pas facile parce que les gens ils sont, souvent tu sais, c'est éprouvant mentalement, c'est dur. Genre je fais très souvent semblant de vas-y je rigole et tout, mais franchement souvent c'est dur. Je rentre chez moi, je suis épuisée mentalement par les remarques des gens, par les transports. Là tu vois, je taffe à 1h30 de chez moi, j'ai pas encore ma voiture parce que j'économise pour. Je te dis même pas le trajet là de chez moi jusqu'à mon taf. Mais j'en monte des escaliers, tu vois, il y a rien d'adapté. Et par contre, quand c'est pour faire des trucs pourris là dans les halls de la RATP là, par contre, des marelles ou je ne sais trop quoi, non mais ils me foutent la rage, il y a rien d'adapté. Je sais pas si tu te rends compte, je sais plus il y a combien de lignes de métro, je crois il y en a 14 si je dis pas de tips. Ouais, je crois il y en a 14. Il y en a que 2 qui sont accessibles aux personnes handicapées. 2 sur 14. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et quand on dit accessible, c'est genre ascenseur, hein. Parce qu'après, tu vas avoir d'autres stations de métro où il y aura des escalators, mais il y en aura pas partout. Après, je crois je les avais mentionnés une fois la RATP pour leur signaler ça, et ils m'ont dit que ouais, ça demande, c'était une histoire de travaux, que ça avait été construit comme ça depuis je sais pas combien d'années, donc là, ce serait un énorme budget je comprends pas. En France, on n'a pas d'argent. En fait. En France, on n'a pas d'argent finalement. Après, je sais que tout ne peut pas être simple, tu vois, j'en suis consciente, mais je pense qu'il y a des efforts qui peuvent être faits, il y a des investissements qui peuvent être faits. Je suis désolée, je vois la France souvent fait des investissements débiles, mais par contre pour les personnes handicapées, je vois rien, en fait, franchement, penser au transport en commun, c'est chiant, de ouf. Ils se rendent pas compte. En fait, ils se rendent pas compte. C'est encore une fois, comme t'as dit, j'ai l'impression que le budget français. Après, on rentre pas dans la géopolitique ou quoi, tu vois, mais le budget français, des fois, tu te demandes où ça va, en fait. Là, actuellement, il y a une guerre en Ukraine. Je vois que la France a débloqué des fonds astronomiques. Tu te dis, ah ouais, donc en fait, on avait de l'argent pendant tout ce temps, en fait, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Mais bon, on va juste dire it is what it is pour l'instant, mais ouais, non, ça porte vraiment à confusion, en fait. Je trouve ça vraiment non, mais c'est ouf. Du coup, j'imagine que ça fait déjà quelques années que maintenant tu gères ton handicap, que je vais pas dire que c'est devenu une habitude, mais je pense que tu gères mieux maintenant que tu gérais à l'époque. Est-ce que je pense qu'il y aura des frérots et des sœurettes handicapés qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que t'as des conseils ou même des points de vue qui peuvent les aider dans cette nouvelle entre grands guillemets aventure qu'ils ont
à laquelle ils vont faire face? Déjà, bon, même si moi je le fais pas tout le temps parce que j'avoue que c'est pas facile, mais il faut vraiment apprendre à s'en foutre du regard des gens. Il faut vraiment apprendre parce que si moi je me basais sur le regard des gens, tu vois, je sais que souvent sur certaines tenues, mon handicap il va se voir, mais je dis pas que je le fais tout le temps, encore une fois, mais il y a des fois où je vais m'en foutre, tu vois, parce que c'est bon, je m'habille pour moi, je m'habille pas pour les gens, que ça se voit ou que ça se voit pas, enfin, tu vois, je vais pas me priver, donc le regard des gens s'en foutre. Apprendre à ramasser les gens qui se permettent de conseiller. Ouais. Non, mais parce qu'il faut le faire, en fait, il faut le faire, tu vois. Non, parce que le monsieur que t'as dit là dans le métro la dernière fois, franchement, c'est un daron, c'est parce que nous on nous a éduqués comme ci, comme ça que j'ai pas pu, hein, voilà. Ouais. Mais je lui ai quand même dit de la fermer. Parce que je suis désolée, t'as pas à me dire de pas prendre le métro parce que je ne sais pas marcher. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Tu ne sais pas marcher, pourquoi tu prends le métro? Tu vois, donc je pense qu'il faut un peu apprendre à ramasser les gens de manière polie si possible, tu vois. Même si en soi, tu vois, eux ils sont pas polis avec toi, donc je vois pas pourquoi tu le serais, mais déjà pour éviter les trucs, ouais, je pense qu'il faudrait, je sais pas, c'est pas à nous de faire l'éducation des gens, mais au moins essayer de leur faire comprendre que il y a des choses qui se font pas et qui se disent pas, donc ouais, après, je sais pas quoi dire, hein. Franchement, faut oser, faut pas se cacher, il faut vivre ta vie, hein. Après, je pense aussi qu'il faut... Enfin, moi, quand je peux, je sais que j'ai pas mal de potes qui souvent me posent des questions que moi, je pourrais prendre pour des questions bêtes, mais c'est pas tellement des questions bêtes, c'est parce que les gens ne savent pas, tu vois. Donc, peut-être avoir des discussions autour de ce thème. Moi, je sais que j'ai beaucoup de discussions par rapport à l'handicap maintenant avec mes amis, avec ma famille et tout, enfin, pour qu'ils comprennent un peu plus. Et voilà, hein. Et il faut pas hésiter non plus à demander de l'aide, parce que mentalement, c'est fatigant. Mais physiquement aussi, tu vois, et vice versa, parce qu'il n'y a pas que des handicaps physiques, tu vois, donc je pense qu'il faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi. Mais moi, il y a un autre truc, parce que forcément, comme je ne suis pas née handicapée, j'ai aussi réappris, on va dire, à être une femme handicapée. Donc forcément, mon rapport avec les hommes maintenant, il est un peu différent, parce que je sais que les hommes, ça va pas être simple. Demain, je vais rencontrer un gars, je vais lui dire je suis handicapée, il y en a qui vont bégayer, il y en a d'autres qui vont pas bégayer, ils vont dire bah je m'en fous, tu vois, je te prends comme t'es. Et je pense qu'il faut, même si certains hommes ne veulent pas se lancer dedans, ce que je peux comprendre, parce que c'est nouveau, c'est pas commun. Là, je parle de mon handicap, mais ça touche à tous les handicaps, hein. Il faut apprendre à dire les choses avec du tact, tu vois. Tu peux pas dire à te fermer directement parce qu'une personne, elle va te dire son handicap, parce que c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui maintenant elles vont parler avec des gens, mais elles vont pas dire tout de suite l'handicap à cause d'expériences passées, que ouais j'ai peur qu'ils se braquent ou qu'elles se braquent et tout, tu vois. Je pense qu'il faut apprendre à dire les choses correctement et apprendre à écouter, et voilà. Et pour les personnes handicapées aussi, je pense pas non plus que ce soit une solution de le cacher. Après c'est mon avis, hein. Je peux comprendre que souvent certaines situations font que t'as pas forcément envie de le dire tout de suite. Moi, perso, je sais, j'analyse un peu comment je peux le dire, tu vois, mais c'est pas simple. Mais ouais, non, faut arrêter d'avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ouais, quand tous les handicaps ne sont pas pareils, hein, mais pour certains handicaps, il y en a souvent qui pensent que, ouais, ça va changer grave des trucs dans la relation. Alors que, archi pas, moi, il y a des gars, ils ont cru que, et puis ils ont vu que, bah non, en fait, ça change rien. Ça change rien, tu vois. Enfin, aujourd'hui, je fais quasiment tout ce que je peux faire, c'est juste que je peux pas courir, et ça me manque pas. Donc, vraiment, concrètement, non, tu vois. Je voyage, j'ai passé mon permis, je l'ai eu, enfin, tu vois, je peux faire en soi tout ce que je veux. Donc, oui, voilà. C'était ça aussi que je voulais dire. Très, très important d'être tolérant, en fait, envers les personnes handicapées. Magnifique. Magnifique, voilà, encore une fois. Merci Janice Rwanda. Merci à toi. Retrouvez Janice Rwanda, je vous mets tous ses réseaux dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention aux handicapés. Soyez tolérants, comme l'a dit Janice Rwanda. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao.